Merci Son Excellence l'ambassadeur du Bahreïn pour son discours. Je voudrais maintenant donner la parole à Son Excellence Madame Aurelia Flig, ministre des Affaires étrangères de Liechtenstein. Mr. President, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur d'être à nouveau présente devant cette Assemblée au moment où le Liechtenstein célèbre le 25e anniversaire de son adhésion à l'ONU. Certes, nous ne figurions pas parmi les premiers pays à adhérer à l'ONU, mais nous avons été et nous restons parmi les pays qui l'ont fait pleinement convaincus. Aujourd'hui, l'appartenance à l'ONU est un aspect essentiel de notre politique étrangère et notre population approuve grandement l'action de l'ONU puisque 2/3 de notre population se sont dit favorables à l'ONU dans de récents sondages. Il est bien sûr important que les populations approuvent l'ONU. Après tout, la charte de l'ONU est expressément rédigée au nom des peuples de la planète. Mais qu'en est-il des peuples qui sont plus directement affectés par l'action de l'ONU que ne l'est la population du Liechtenstein? En ce 70e anniversaire, une question s'impose. Quel serait le taux d'approbation parmi le peuple syrien, haïtien, parmi le peuple de la République centrafricaine ou encore en Ukraine, au Sri Lanka? Est-ce que nous réalisons les objectifs de la charte? Une charte pour laquelle nous avons dû nous battre si difficilement il y a 70 ans à San Francisco. Il y a beaucoup de raisons d'être fiers, ne fût-ce que lorsqu'on examine les récents événements. En effet, l'ONU a dirigé l'action contre la crise de l'Ebola en Afrique de l'Ouest, sauvant des milliers de vies. Et nous sommes ainsi préparés à agir avec encore plus de détermination à l'avenir. Les OMD ont stimulé le développement, ouvrant la voie au programme de l'Horizon 2030, un modèle visionnaire de développement durable. L'ONU continue à dispenser une aide d'urgence, des soins de santé, une instruction et autres services à des millions de personnes dans la planète. L'ONU est le plus grand symbole de l'état de droit, des droits de l'homme, de l'égalité entre les sexes et de la protection des populations vulnérables. Dans le monde entier, les gens placent leur foi en cette organisation. Mais trop souvent, ils sont déçus. Certes, l'ONU est confrontée à une tâche colossale. Les erreurs sont inévitables et parfois même les échecs le sont. Mais il n'y a aucune justification quand l'organisation échoue à assumer l'élément central de sa mission. Il n'y a aucune justification quand ceux qui devraient protéger les civils, les enfants, les exploitent de la façon la plus grave qui soit. Rien ne saurait justifier l'échec de la diplomatie en Syrie, où les civils souffrent du fait d'une violence sans nom et d'un extrémisme terroriste qui se propage dans toute une région. On ne saurait chercher de justification. Nous devons chercher des solutions. Nous devons agir plus efficacement. Le maintien de la paix et de la sécurité est au cœur de la Charte des Nations Unies. Par conséquent, aux yeux du monde, c'est l'action du Conseil de sécurité qui détermine le succès ou l'échec de l'ensemble de l'organisation. Comme bien d'autres, nous voulons que le Conseil de sécurité agisse avec détermination, efficacité, en s'inspirant d'un sens de finalité commune. Il s'agit surtout de la tâche des membres du Conseil eux-mêmes. Mais les autres doivent aussi apporter une contribution. Le Conseil agit en notre nom et nous sommes obligés d'appliquer ses décisions. En d'autres termes, nous sommes dans le même bateau en temps de succès et aussi en temps d'échec. Certains des échecs les plus flagrants du Conseil se sont produits face à des crimes atroces. Je citerai
le Rwanda, Srebrenica et à présent la Syrie. Il faut reconnaître cela lorsque nous marquons le 70e anniversaire de l'organisation en octobre. Et nous devons donc nous engager à agir de façon décidée à l'avenir, le cas échéant. Pour ce faire, le Liechtenstein a dirigé les discussions du groupe ACT, qui a débouché sur un code de conduite sur les mesures de sécurité contre les génocides, crimes contre l'humanité ou crimes de guerre. Ce code de conduite est un engagement politique volontaire auquel peut adhérer n'importe quel État. Cet engagement est double. Premièrement, il s'agit d'appuyer les actions opportunes et décisives du Conseil de sécurité visant à prévenir des crimes en masse, des atrocités en masse ou visant à y mettre un terme. Autrement dit, être constructif. Deuxièmement, ne pas s'opposer à des résolutions crédibles qui sont présentées dans ce sens. Autrement dit, ne pas faire obstruction. 60 États ont déjà pris cet engagement. J'espère que beaucoup d'autres États viendront s'ajouter à cette liste lorsque le code de conduite sera présenté le 23 octobre. Et j'espère que cela stimulera les efforts visant à trouver un accord parmi les membres qui détiennent le droit de veto afin de réaliser cet objectif. Monsieur le Président, la prévention des atrocités en masse est essentielle dès lors que les effets de ces crimes sont irréversibles. Il n'y a en effet aucune solution face à ces effets. Comment en effet compenser le massacre de civils, le viol de femmes à grande échelle, les exactions commises contre des enfants? Notre objectif premier doit être de prévenir ces crimes. Il s'agit d'une tâche complexe et de longue haleine qui doit mobiliser toutes les composantes du système de l'ONU. Mais lorsque les situations instables risquent de dégénérer, la diplomatie préventive reste un outil précieux dont nous disposons. De toute évidence, toutefois, nous devons davantage investir politiquement et financièrement. Au moment de tenter d'affiner les outils de prévention et de résolution de conflits, une conclusion s'impose déjà. Nous devons davantage inclure les femmes et leur point de vue dans ces mécanismes. Le 15e anniversaire du programme pour les femmes, la paix et la sécurité est donc un moment doux amer. Ce programme énonce une vision globale de l'inclusion des femmes dans les solutions pacifiques, y compris la protection des femmes face aux conflits armés, ce qui est en soi une réalisation remarquable. Toutefois, dans une large mesure, nous n'avons pas été capables d'honorer la promesse faite il y a 15 ans. Les filles qui sont nées après l'adoption de la résolution 1325 du Conseil de sécurité continuent à subir des mauvais traitements, des actes de violence sexuelle, des recrutements forcés, des déplacements. Agissons de façon décisive plus tard ce mois-ci au Conseil de sécurité. Monsieur le Président, nous vivons une époque turbulente, pas seulement pour l'ONU, mais aussi pour une institution qui y est étroitement associée. Il s'agit de la Cour pénale internationale. En tant que premier tribunal international fondé sur un traité ayant compétence pour connaître des plus graves crimes violant le droit international, la CPI a une responsabilité énorme. En un peu plus de 10 ans, la CPI s'est imposée comme étant le principal acteur mondial dans la lutte contre l'impunité. C'est une cour indépendante qui ne se livre donc pas à des calculs politiques. Bien souvent, toutefois, la CPI doit naviguer dans un environnement politiquement chargé. Nous devons donc accroître l'appui fourni à la Cour. Davantage d'États devraient rejoindre les 123 parties au statut de Rome. Un soutien constant doit être fourni par ceux qui peuvent, devraient ou doivent coopérer avec la Cour, y compris le Conseil de sécurité. Nous devons intensifier les efforts nationaux en matière d'enquête et de poursuite. Et il faut une plus grande assistance à ces efforts. Le lien entre la CPI et l'ONU va bientôt se renforcer. Grâce aux amendements de Kampala concernant le crime d'agression, la CPI aidera à mettre en œuvre une disposition clé de la Charte des Nations Unies, à savoir l'interdiction du recours à la force.
Les plus graves formes de recours illégal à la force ne sont plus simplement une violation de la charte. Elles exposent également à des poursuites pénales les auteurs de ces actes. Il reste un peu plus d'un an avant de rendre compétente la CPI pour connaître de ce type de crime. Il faut encore quelques ratifications. Nous espérons que davantage d'États ratifieront le consensus de Kampala. Ce sera un grand pas en avant, tant pour la justice pénale internationale que pour l'Organisation des Nations Unies. Monsieur le Président, pour conclure, j'aimerais m'attarder sur les déplacements sans précédent que l'on observe dans le monde aujourd'hui. Un phénomène qui devient rapidement l'un des plus gros défis pour l'ONU. Les pays qui sont au bord du conflit sont confrontés à ce problème depuis un certain temps déjà. Plus récemment, l'Europe a été touchée d'une façon qui met à l'épreuve le tissu même de la région. Certes, nous ne sommes pas membres de l'Union européenne, mais le Liechtenstein estime que l'Europe, ce n'est pas simplement un continent. C'est aussi un symbole de valeurs communes. C'est aussi la promesse de relever des défis ensemble, quels que soient les différents modèles d'intégration politique et économique. C'est pourquoi nous souhaitons contribuer à une solution durable qui s'appuie sur le droit international et sur les droits de l'homme. Les démarches régionales seront essentielles à ces solutions, mais les migrations, les flots de réfugiés ne sont pas un phénomène régional. La plus grande part de ceux qui quittent leur foyer se trouvent dans les pays en développement. Il faut donc un vrai débat à l'échelle mondiale. Et le sommet humanitaire mondial qui aura lieu l'année prochaine semble être une bonne occasion d'avoir ce débat. Monsieur le Président, nous sommes confrontés à des défis redoutables. Toutefois, il ne saurait être question de perdre espoir. En conclusion, j'aimerais donc vous présenter la perspective d'un homme pour qui j'ai beaucoup d'admiration, un homme qui a beaucoup collaboré avec Liechtenstein. En 1944, il a débarqué sur les côtes normandes. Il a pris part à la libération des camps de concentration. Et il a dirigé les poursuites dans la plus grande affaire de meurtre de l'histoire lors des procès de Nuremberg. Aujourd'hui, cet homme a 95 ans et il continue à se battre pour que la loi l'emporte et pas la guerre, tout comme il l'a fait tout au long de sa vie. Cet homme s'appelle Benjamin Ferencz et il a 3 conseils à nous donner. Ne jamais baisser les bras, ne jamais baisser les bras, ne jamais baisser les bras. I thank the Foreign Minister. Je remercie la ministre